Voilà, bienvenue dans cette dernière séquence consacrée à la loi de Gauss. On va y voir donc la forme locale de la loi de Gauss, c'est-à-dire qu'on va passer de la forme intégrale bien connue ici de la loi de Gauss à cette forme-ci. C'est la forme locale de la loi de Gauss. Elle implique ici un concept mathématique et le concept de divergence. La divergence à laquelle j'ai déjà fait allusion dans les séquences précédentes. On va enfin ici comprendre ce dont il s'agit. Alors voilà, avant de démarrer ici, je voudrais juste être sûr que les choses sont bien en place sur le plan de l'interprétation physique. On reconnaît bien sûr ici le flux du champ électrique au travers d'une surface fermée. Et dans l'illustration ici, j'ai choisi un cube. C'est-à-dire que la surface S ici, c'est la surface de ce cube. C'est la surface constituée des 6 faces de ce cube qu'on voit là. Et bien sûr ici, c'est le terme de charge. Les charges qui ne sont que les charges intérieures, ce qui est une évidence ici puisqu'on limite l'intégrale de volume au volume Vs, enfermé ici par la surface, et le volume Vs ici, c'est le volume de ce cube. Et donc voilà, les ρ dV ici, ce sont bien les charges que j'ai dans chaque petit volume dV, je peux le mettre en évidence, le petit volume dV ici, voilà. Si je prends la densité en ce point x ici, la position, vecteur position x, je prends mon repère cartésien quelconque ici, j'ai la position de cette petite boîte. C'est bien là que je considère ρ. ρ a une valeur particulière là. Si je multiplie par le volume de cette petite boîte, j'ai bien la charge électrique. Et la signification de l'intégrale, c'est que je vais bien sommer toutes ces petites charges électriques ici sur tout le volume intérieur à la surface de Gauss. Voilà, comme ça j'ai bien replacé les choses et on est maintenant prêt à passer à la forme locale. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de forme intégrale et de forme locale ? Eh bien, c'est tout simplement parce que la forme intégrale ici est une forme qui n'est pas locale. Qui n'est pas locale, pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle implique des grandeurs physiques, comme le champ électrique, la densité volumique de charge ici, en des points différents. Ce n'est pas une loi locale. Le champ électrique est considéré sur toute la surface. Tous les points de la surface ici sont à considérer pour le champ électrique. Donc dans cette intégrale, le champ électrique, on doit le considérer partout ici. Ce n'est absolument pas local, il faut se déplacer dans l'espace pour obtenir cette relation particulière entre E et ρ. ρ aussi, on le considère partout dans le volume. Tous ces points ici sont à considérer à l'intérieur du volume pour ρ de x. Ce n'est pas local. C'est d'autant moins local qu'on considère ρ et E en des points différents. E, c'est pour les points de la surface, et ρ, c'est pour les points du volume. On considère E et ρ en des endroits différents de l'espace. C'est pourquoi on dit que cette loi intégrale est une loi non locale, par opposition à celle-ci, où là j'ai bien un lien entre le champ électrique et ρ en un point x précis donné. Et c'est donc ça que je vais t'expliquer, c'est que la loi de Gauss ici permet d'obtenir cette relation-là. Alors comment est-ce qu'on va procéder ? Eh bien on va procéder précisément en rendant artificiellement cette loi locale. Alors comment est-ce que je peux faire ça ? Eh bien tout simplement en réduisant ce volume au plus petit volume qu'on puisse imaginer. On va réduire ce volume à un volume infinitésimal entourant un seul point de l'espace. Et donc à ce moment-là, cette loi-ci nous fournira un lien local. Le champ sera considéré en un point de l'espace et ρ sera considéré au même point de l'espace. Et on verra que ça va nous mener à cette expression mathématique-là. Alors pour faire ça, je vais devoir considérer des intégrales sur des intervalles tout petits. Je vais faire des intégrales de surface sur des surfaces toutes petites, sur des intervalles donc tout petits. Alors pour ça, je voudrais d'abord ouvrir une parenthèse sur le traitement des intégrales qui sont faites sur des intervalles tout petits. Je vais commencer à une dimension. Voilà, l'intégrale d'une fonction d'une variable, c'est pourquoi je parle d'une dimension, sur un petit intervalle de largeur delta, je vais de x0 moins delta demi à x0 plus delta demi, j'intègre donc sur un intervalle delta, la fonction f de x dont j'ai le graphe ici. Alors j'ai représenté le graphe tout simplement pour avoir une représentation graphique de cette intégrale. On sait bien que l'intégrale d'une fonction d'une variable, sur un intervalle donné, représente l'aire sous le graphe de la fonction, l'aire qui est comprise entre l'axe x et le graphe de la fonction, c'est l'aire verte que je viens de faire apparaître ici. Cette aire verte, c'est la valeur de cette intégrale. C'est une manière de l'interpréter que je vais utiliser ici pour les besoins de la dérivation de la forme locale de la loi de Gauss. Donc voilà, je vais considérer
intervalle arbitrairement petit, c'est-à-dire que je vais le faire tendre vers 0. Alors je ne vais pas le faire tendre tout à fait vers 0 ici, sinon on ne verrait plus rien, mais je vais symboliquement le diminuer en largeur. Alors imagine que ceci, c'est un tout petit intervalle qu'on est en train de regarder à la loupe. À ce moment-là, bien sûr, la courbure a disparu. Si on regarde une courbure de très très près, la courbure, on ne la voit plus, ça apparaît comme une ligne droite. Si tu regardes un rail de train dans un virage, si tu remets le nez sur le rail de train, tu ne vois plus qu'il est courbe. On a donc bien une ligne droite ici. Et donc l'évaluation de l'intégrale ici, c'est-à-dire l'évaluation de l'aire sous le graphe de la fonction, va être très facile. Parce que j'ai une espèce de trapèze comme ceci, et l'aire de ce trapèze, je vais pouvoir l'exprimer très facilement. Effectivement, tu vois que si j'ai une droite ici, j'ai une situation qui est symétrique par rapport au point central que j'ai ici. Le point x0 correspond à une valeur f de x0 forcément, et on voit que ce point que j'ai marqué ici, de hauteur f de x0, coupe l'intervalle en deux. Et le petit triangle qui est ici, je le retrouve ici libre. Et donc je vais prendre le petit triangle qui est là pour venir le rabattre de l'autre côté. De manière à ce que la surface verte qui représente cette intégrale devienne tout simplement la surface de ce rectangle. Et la surface de ce rectangle, c'est tout simplement le delta, la largeur de ce rectangle, fois sa hauteur. Ce sera delta fois f de x0. Et je peux donc l'écrire directement. Delta fois f de x0. Tout ça pour dire que l'intégrale d'une fonction, d'une variable sur un petit intervalle sera donnée par la largeur de l'intervalle fois la fonction au milieu de l'intervalle. Le x0 ici, c'est bien le milieu de l'intervalle. Tout ceci, bien sûr, n'est valable que pour delta tendant vers 0. Donc pour être rigoureux, je dois écrire ici la limite pour delta tendant vers 0. Ceci est maintenant rigoureux. Alors on va devoir faire des intégrales de flux avec la loi de Gauss. Et c'est donc des intégrales à deux dimensions que je dois considérer. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais généraliser ce que j'ai fait ici à deux dimensions. Voilà une fonction de deux variables, x, y. Son graphe est forcément une surface. J'ai des valeurs pour chaque point x, y du plan, j'ai des valeurs différentes. Et le graphe forme donc une surface. Et je vais m'intéresser cette fois-ci à l'intégrale dans le plan xy, c'est-à-dire que ça va être une intégrale de surface. Le domaine d'intégration n'est plus un simple intervalle delta, mais est une surface que je vais prendre ici comme une surface carrée. Le carré de largeur delta ici, c'est la généralisation du segment de largeur delta que j'avais ici. Le x0 ici, c'était le milieu de ce segment. J'ai déjà représenté x0, y0 comme étant les coordonnées du point milieu de ce carré ici. Alors voilà, on va d'abord voir ce que représente cette intégrale maintenant. Le ds ici, je peux le représenter, c'est un petit carré comme ceci, de largeur dx, de longueur dy. Voilà, c'est ce que j'exprime ici, ce ds, je peux le représenter comme étant un petit carré de dx, dy, un petit rectangle de largeur dx, de longueur dy. Voilà. Alors, que représente maintenant le f de x, y fois ds? Il représente forcément un volume. J'ai une surface fois une hauteur ici qui n'est rien d'autre que f de xy. F de xy, c'est la valeur de la fonction au-dessus de ce petit rectangle de largeur dx, dy, de surface dx, dy, pardon. Et si je prends cette surface que je multiplie par la hauteur, j'ai bien le volume. C'est le volume de la colonne verte qui est ici. Ici, on avait une surface sous le graphe, ici c'est un volume. Alors bien sûr, je dois faire la somme pour tous les petits ds ici qui appartiennent au domaine d'intégration. Voilà, donc je vais devoir juxtaposer comme ceci tous ces volumes. Je dois les sommer, ces volumes, les uns à côté des autres, comme ceci. En voilà 3, je peux continuer comme ça pour faire tout le tour. Et je vais forcément obtenir le volume sous le graphe, ici, de la fonction, sur le domaine, bien sûr, d'intégration. Ça, c'est certain. Donc voilà, et je me retrouve en fait dans une situation qui est tout à fait comparable à celle que j'ai ici. Il ne faut pas oublier que je considère que delta tend vers 0. Donc toute courbure ici disparaît. Je coupe par un plan, donc en réalité, cette colonne de base carrée ici, elle est coupée par un plan. Et si je coupe une colonne de base carrée par un plan, je forme forcément ici un parallélogramme. Et donc si je trace les diagonales de ce parallélogramme, comme je te le propose ici, voilà, elles vont se croiser ici au point central du parallélogramme forcément, mais si je prends la projection de ce point, forcément je vais tomber ici au milieu du carré,
c'est-à-dire au point de coordonnées x0, y0, hein, comme je viens de l'indiquer ici. La projection de ce point dans le plan, c'est bien x0, y0. Je suis bien ici au milieu de l'intervalle, qui est un intervalle bidimensionné ici, hein, au milieu du domaine d'intégration. Ici c'était delta, ici c'est le carré de côté delta. Voilà, et à partir de là, ben, maintenant je peux reporter, comme je l'ai fait ici, hein, la valeur de f au centre. La valeur de f au centre ici, ben, c'est f de x0, y0, bien entendu. Et à ce moment-ci, ben, tu vois que j'arrive à une situation tout à fait analogue ici. Ici, j'avais un petit triangle qui dépassait, que j'ai pu mettre là. Eh bien, ça va être la même chose ici. Si je regarde de part et d'autre de cette ligne pointillée ici, ben, je vois ici que j'ai une partie, hein, qui monte plus haut que le parallélépipède de base S, hein, la surface du domaine ici, et de hauteur f de x0, y0. Voilà ce parallélépipède. La ligne pointillée ici sépare une partie, hein, dans laquelle j'ai un excédent de volume, et ici, hein, j'ai un volume en moins. Et on peut bien réaliser, hein, puisqu'ici j'ai une droite ici qui passe par le centre, donc la hauteur que j'ai ici, ben, je vais la retrouver là. Et la hauteur que j'ai ici, ben, je vais la retrouver là, parce que aussi c'est une droite, cette diagonale-là est aussi une droite. Bref, tu as compris, hein, que tout le volume excédentaire que j'ai ici au-dessus du parallélépipède rectangle de hauteur fx0, y0, eh bien tout ce volume excédentaire, je vais le retrouver ici. Je peux venir l'appliquer ici. Alors le retournement va être un peu plus compliqué, hein, je dois faire deux retournements, un retournement autour de chacune des diagonales qui sont là. C'est un peu plus compliqué qu'ici, hein, mais il est très facile de voir sur ce graphe que effectivement, hein, le volume vert qui est ici sous le graphe de la fonction est égal au volume du parallélépipède non rectangle que j'ai ici, dont le volume vaut tout simplement donc S, la surface de base, c'est delta carré en réalité, hein, delta carré, fois la hauteur qui est la valeur de la fonction au centre du domaine d'intégration. Voilà, alors ceci n'est valable bien sûr que pour S tendant vers 0, hein. J'ai considéré que j'avais des segments de droite ici, c'est-à-dire que toute courbure a disparu parce que delta tendait vers 0. Voilà, et le S ici, ben, c'est delta carré bien sûr, hein, c'est ça qu'on utilisera par la suite. Hein, la leçon à retenir ici pour cette intégrale de surface, c'est qu'une intégrale de surface d'une fonction de deux variables sur un carré de côté delta, eh bien, cette intégrale de surface sera tout simplement donnée par la surface du carré, c'est-à-dire delta carré, fois la fonction au centre du domaine d'intégration, au centre du carré en question ici, en x0, y0. Voilà, avec ceci, on est prêt, on peut aborder, hein, la dérivation de la forme locale de la loi de Gauss. Voilà, alors, je reprends donc la forme intégrale, mon but c'est d'arriver à ceci. Je vais d'abord m'occuper ici du membre de droite, le membre de droite qui concerne donc les charges. Hein, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais placer mes axes, hein, pour bien savoir de quoi je parle. C'est important, je vais simplifier le schéma, j'ai ma surface S ici qui est la surface du cube. Je vais marquer le centre de ce cube, hein, je vais l'appeler x0, c'est le vecteur position du centre de ce cube ici. Voilà, je vais donner voilà, ce vecteur x0, ce vecteur position a pour coordonnée x0, c'est sa coordonnée en x, y0, sa coordonnée en y, et z0, sa coordonnée en z. Je suis donc ici à une hauteur z0, hein, je suis ici éloigné d'avant en arrière, hein, d'une distance y0 par rapport à l'origine, et de gauche à droite je suis éloigné, hein, par rapport à l'origine de x0. C'est la position de ce point-là. Voilà, je vais maintenant enlever ce vecteur parce qu'il va venir ici m'encombrer mon schéma, donc voilà, je regarde juste le point x0, c'est le centre, c'est le point centre du cube. Voilà. L'arête du cube, delta, mais comme je te l'ai dit, je vais la faire tendre vers 0. Je vais la faire tendre vers 0 dans l'espoir d'obtenir un lien local entre ρ et E, qui est donc bien ce lien-là, c'est à ça que je vais arriver. Donc delta tend vers 0, ça veut dire que le volume ici tend vers 0. Voilà, donc si on a ρ ici qui est une fonction continue, hein, ρ a priori des valeurs différentes en chaque point, mais si je viens cerner le point ici dans un volume qui est arbitrairement petit, je vais avoir une seule valeur de ρ. Hein, c'est comme ça que je peux le considérer. J'aurai une valeur de ρ ici à l'intérieur si Vs tend vers 0. Ça veut dire que ρ peut sortir de l'intégrale, et j'aurai ρ en x0,
Hein, si delta tend vers 0, le volume ici sert le x0, j'aurai ρ en x0 fois le volume, tout simplement Vs. Si ρ sort de l'intégrale, ben j'aurai ρ en x0 fois l'intégrale sur le volume Vs, ben il me restera ρ fois Vs, tout simplement. Vs valant ben, delta au cube, hein, bien entendu, je peux l'écrire tout de suite. Voilà. Ça, c'était plié, hein, c'est vite fait. On a ici le second membre de la loi de Gauss. Il est déjà très proche de ce qu'on veut obtenir ici. Hein. Comme tu vois, il reste juste le delta cube ici dont il va falloir se débarrasser. Maintenant, je vais donc prendre ce résultat-là et m'occuper maintenant de l'intégrale de flux. Là, c'est une autre paire de manches. Hein, ça sera un petit peu plus compliqué, mais on va s'atteler à ça. Hein, inutile de dire que ça va être assez calculatoire, hein, ce ne sera pas la séquence la plus amusante que tu auras vue sur Clipedia, mais voilà, si tu veux comprendre la loi locale de Gauss, la forme locale de la loi de Gauss, eh bien, il faut passer par là. Voilà, je vais devoir calculer le flux sur toutes les faces de ce cube. Je vais commencer par la surface du haut ici, c'est pourquoi j'ai laissé le ds et le e ici. Alors le ds, fais attention, hein, ce n'est pas toute la surface hein, que ça représente, c'est un tout petit vecteur ici, infinitésimal, une toute petite surface infinitésimale dont le vecteur est ds. Voilà, donc je devrais faire le produit scalaire de E avec ds. Hein, je vais commencer donc avec cette surface ici, que je vais appeler la surface orientée en z. Effectivement, hein, le vecteur ds ici est orienté parallèlement à l'axe z, c'est donc une surface que je caractérise de z, c'est la surface orientée en z. Sur cette surface, je dois faire le produit scalaire de E et de ds. Ok, voilà, le ds, qu'est-ce que c'est? C'est ds1z, bien sûr. Hein, le vecteur ds, il est parallèle à l'axe z, je peux donc toujours l'écrire comme ceci. Voilà, c'est donc ça que je vais devoir faire, un ds1z. Alors ceci est un scalaire, le produit scalaire de ces deux vecteurs, le ds peut forcément sortir, hein, ce que je vais faire ici. Et on voit qu'en fait, ceci est le produit scalaire de E avec un z. Voilà qui est fait. Et le produit scalaire de E avec un z, forcément, va me donner la composante en z du champ E. C'est une évidence. Hein, le produit scalaire contient ici le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs, le produit des modules, le module c'est la longueur ici, fois le cosinus de l'angle qui est là, ça me donne bien le EZ. EZ désigne la composante en Z du champ E, c'est bien ce que je fais ici, c'est bien une projection perpendiculaire. C'est ce que m'impose ici ce produit scalaire. Donc je suis en fait en train d'intégrer ici la composante en Z du champ sur la surface SZ, la surface couvercle qui est ici. Ok, et c'est donc ça que je vais faire pour calculer le flux du champ sur cette surface. C'est ça le flux du champ sur cette surface. Alors pour ça, je dois considérer bien sûr le ds et le e en toute position. Et n'oublie pas que ds est une toute petite surface qui n'est pas représentée ici, mais que je vais devoir considérer pour faire la somme sur tout le couvercle qui est ici, toute la surface SZ. Alors j'ai représenté une de ces positions ici, et cette position-là, je vais l'appeler X, Y et Z. Alors Z, c'est justement pas Z, hein, puisqu'ici je suis sur le couvercle, le Z est bien précis ici. Je dois me balader sur tout le couvercle, donc X et Y sont libres, hein, plus ou moins, en tout cas ils doivent respecter bien sûr le fait de rester sur la surface hein, du domaine d'intégration, la surface SZ, c'est la surface grisée ici. Mais le Z, lui, il est fixé. Le Z, il est fixé en Z0 plus delta demi, ce qui est une évidence, puisque je suis ici sur le couvercle, je suis bien à delta demi, si ça c'est delta, je suis bien à delta demi au-dessus du X0. Le X0 qui est une position en Z qui est Z0. Je suis donc bien à Z0 plus delta demi. Voilà. J'ai donc bien ici un champ qui va dépendre de X et de Y que je vais pouvoir intégrer sur la surface S, mais en Z, je suis bien avec un Z constant. C'est donc bien une fonction de deux variables que j'ai ici et que j'écris ici. X, Y sont libres, je dois me balader sur toute la surface, mais Z est fixé en Z0 plus delta demi. Et donc voilà, la fonction que j'intègre, eh bien celle-là, c'est bien une fonction de deux variables que j'intègre sur une surface qui n'est rien d'autre que le carré de côté delta que j'ai ici. Et donc voilà, je vais pouvoir faire cette intégrale. On retombe dans le cas de figure hein, que j'avais préparé avant de commencer le développement, c'est-à-dire que j'ai une fonction de deux variables, la voilà, c'est x et y les deux variables, ceci n'est pas une variable, c'est un simple paramètre, hein, c'est le z0 plus delta demi qui est là. Ça c'est la fonction que je dois intégrer, c'est la composante en z du champ. Cette fonction, bien sûr, a des valeurs différentes. Il n'y a aucune raison qu'en fonction de x et de y, ici, la composante en z ne change pas. Je suis dans un cas tout à fait général ici, où je suppose que la composante en z change.
En toute généralité, ce sera bien le cas. J'ai donc un graphe qui est non trivial ici, hein, avec une certaine courbure, mais que quand je regarde à delta tendant vers 0, la courbure disparaît bien sûr. Et j'ai ici le cas de figure que j'avais tout à l'heure. C'est-à-dire que le volume sous le graphe de la fonction sera donné par l'aire de ce parallélépipède qui est ici, qui a une hauteur qui sera donnée par la fonction au point central, x0, y0. Voilà la fonction au point central x0, y0. Le z0 plus delta demi n'a pas changé, bien sûr, c'est toujours la même fonction, forcément. Voilà, et donc je vais utiliser ce résultat. Ceci, ce n'est rien d'autre que la valeur de la fonction au centre du domaine d'intégration, c'est-à-dire en x0, y0, le tout multiplié par la surface de base ici qui vaut delta carré. Voilà, qui est ici. Et ceci, ça va remplacer cette intégrale. C'est bien pour ça que j'avais ouvert une parenthèse, hein, c'est pour pouvoir traiter ceci rapidement. Je vais venir le mettre là. Voilà, ça, c'est le flux du champ électrique au travers de la surface supérieure qui est ici. Déjà, un problème de régler. Et maintenant, je vais forcément considérer l'autre surface orientée en Z. L'autre surface orientée en Z, hein, je vais avoir un vecteur ds, bien sûr, sortant, ici. Donc ce ds a bien, cette fois-ci, bien dirigé vers les moins 1z. Hein, le champ électrique, lui, je vais devoir le prendre ici, bien sûr. Il aura une valeur différente. Il n'y a pas de raison qu'il n'évolue pas en passant du haut de la boîte au bas de la boîte. Forcément. Voilà. Et ici, le ds, ce sera moins ds1z. Le produit scalaire que je vais devoir faire sur le domaine qui est toujours le même, c'est toujours le même carré que je dois faire ici en x, y. Voilà, le produit scalaire que je vais faire cette fois-ci implique le vecteur moins ds1z, et donc je l'écris. Le ds, je peux le sortir comme j'avais fait tout à l'heure, le moins, je peux le mettre devant sans aucun problème. Je vais le faire tout de suite pour voir que j'ai de nouveau le produit scalaire ici qui me sélectionne ma composante en z, la composante en z de E. Ok, voilà, je vais donc me retrouver ici avec moins l'intégrale de EZ ds. Et là, de nouveau, je me retrouve avec une fonction de deux variables que j'intègre sur une surface. Pourquoi une fonction de deux variables? Parce que, en z, c'est fixé, je suis sur un plateau ici de hauteur z donnée, z moins delta demi cette fois-ci. z0, c'est le point central ici, moins delta demi, moins la demi-largeur ici, d'un côté du carré, du cube. Donc j'ai bien une position en z qui est fixée, par contre, en x et y, je bouge, comme tout à l'heure, sur tout le domaine d'intégration. Et donc, ce que je dois intégrer, c'est bien la fonction de x, y. z0 moins delta demi apparaît comme un simple paramètre. Je dois intégrer cette fonction sur la surface carrée. Et de nouveau, je suis dans le cas de figure de tout à l'heure, je dois calculer l'intégrale de surface sur un petit intervalle qui tend vers 0, comme c'est indiqué ici. Le résultat, ce sera bien le volume sous le graphe de la fonction, mais le volume sous le graphe de la fonction, c'est le volume de ce parallélépipède rectangle que j'ai ici, dont la hauteur est donnée par la fonction au milieu du domaine d'intégration, c'est-à-dire en x0, y0. Cette hauteur-là, donc multipliée par la surface de base, ça va être tout simplement cette hauteur-là, je serai en x0, y0 ici, fois delta carré, et le z0, bien sûr, moins delta demi n'a toujours pas changé. C'est bien sûr toujours la même fonction. Voilà, c'est le résultat que j'ai, et je peux maintenant combiner ce résultat au résultat que j'ai ici, et je l'ai proposé donc directement ici. Ce que je suis en train de calculer, c'est le flux du champ électrique. Je n'ai calculé, bien sûr, que le flux au travers des deux surfaces orientées en z. Ce sont ces deux intégrales-là. Voilà, je les ai indiquées ici. Le flux du champ électrique qui vaut 1 sur epsilon 0 rho delta cube, ici, est donné par la somme du flux que j'ai ici et du flux que j'ai là. Alors on peut un petit peu analyser ça maintenant. Ce flux-ci, il apparaît comme positif. Effectivement, si j'ai une composante en z pour le champ E qui est positive ici, je m'attends forcément à avoir un flux positif. Si j'ai une composante en z qui est positive ici en bas, je vois bien qu'à ce moment-là, ma composante en z correspond à un flux rentrant, si elle est positive. C'est bien un flux rentrant que j'ai, et un flux rentrant est comptabilisé comme étant négatif. Rappelle-toi, la convention des vecteurs ds sortants l'impose. Ici, j'ai bien E et ds qui forment un angle supérieur à pi sur 2, et c'est bien pourquoi j'ai ici ce signe moins. Dans le cas où EZ est un nombre positif, j'ai bien une contribution négative au flux
ici que je suis en train de calculer. Tout ça est tout à fait logique. On a bien ici des choses qui ont tout à fait sens, et ce résultat-ci, donc, eh bien, je peux y faire confiance. Voilà, ceci n'est qu'une partie, bien sûr, ce n'est que le flux au travers des surfaces en Z. Je vais maintenant considérer les surfaces orientées en Y. Surface orientée en Y, la surface de devant ici, la surface de derrière ici aussi. Alors voilà, leur vecteur de surface, ça va être ds 1y cette fois-ci, et moins ds 1y pour l'autre, bien sûr, elle va vers les y négatifs ici, puisque le vecteur ds est sortant. Voilà, le champ électrique, je vais devoir le considérer ici devant maintenant, tous les petites ds, les petites surfaces ds ici, je vais devoir les considérer partout sur ce plan-ci, dans le domaine d'intégration, qui cette fois-ci est une surface orientée en y. Voilà, donc bien sûr je vais considérer le produit scalaire de ds avec E, c'est bien ça que je dois faire sur cette surface en y maintenant, mais je vais donc bien avoir la multiplication de E avec 1y. Je vais aller un petit peu plus vite maintenant, on a déjà fait tout le boulot ici pour les surfaces en z. C'est bien la composante en y du champ qui va intervenir maintenant pour le calcul du flux au travers de cette surface en y. Et donc c'est bien EY que je vais considérer en une valeur de y bien précis. Je suis dans un plan ici qui se trouve en y égale y0 plus delta demi. Y0 c'était ici, mais je suis bien à plus delta demi. C'est bien correct. Et donc la fonction que je vais devoir considérer, c'est bien EY de x et z qui sont libres pour parcourir toute cette surface. Z et x sont libres pour parcourir toute la surface, mais y est fixé. Et c'est donc ce que je vais voir apparaître ici, puisque je sais que cette intégrale de surface sera donnée par la surface elle-même multipliée par la valeur de la fonction au centre de cette face. Au centre de cette face, je suis bien en x0, z0. x0, z0, c'est bien le centre ici de la surface. Et bien sûr, la valeur en y, c'est la valeur que j'ai imposée ici par le fait que je suis sur cette surface-là. Voilà, le tout multiplié par delta carré, bien sûr, pas oublier, comme on l'a fait ici. C'est bien le résultat de l'intégrale de flux ici, sur cette surface-là. La surface de derrière, maintenant, la seule différence, ça va être le signe moins qui est là. Et bien sûr, le fait aussi qu'on se retrouve avec un y qui vaut y0 moins delta demi. Je suis bien en y0 moins delta demi, je suis sur la face arrière. Voilà. Donc c'est réglé, on a fait un peu plus vite que ce qui était là, mais tu as compris, j'espère en tout cas. Il nous reste maintenant les surfaces en X pour être complet. Pour vraiment avoir la surface fermée de Gauss ici, je dois considérer les surfaces en Z, en Y et en X. Les surfaces en X ont pour vecteur de surface ds1x forcément, et moins ds1x pour l'autre, bien sûr. Les vecteurs de surface sont sortants. Le champ électrique, sur cette surface-là, je dois considérer la composante en x maintenant, puisque j'aurai le produit scalaire de E avec un x qui va apparaître, c'est la composante en x qui va apparaître ici. Ok, ici j'aurai, je suis en x0 plus delta demi, et donc je peux représenter ici le résultat de cette intégrale. L'intégrale de la fonction e de x sur toute cette surface sera donnée par la surface elle-même, c'est-à-dire delta carré, multiplié par la valeur de la fonction au milieu du domaine d'intégration, c'est-à-dire en y0, z0, et la valeur de x à considérer, c'est x0 plus delta demi. Voilà le résultat. Et tu as compris que pour l'autre, ça va être la même chose, bien sûr. Je vais représenter le champ ici. Si ce champ a une composante en x positive, eh bien, ça va correspondre à un flux rentrant qui sera comptabilisé comme négatif. Et c'est bien ce qu'on va voir apparaître. Parce que si EX est positif, effectivement, le produit scalaire de E avec ds va faire apparaître ce signe moins. L'angle que j'ai ici est supérieur à pi sur 2. Et donc voilà, mais là je suis bien sûr en x0 moins delta demi. Et donc c'est bien la valeur de x0 qui va ressortir ici. Je suis bien en train d'intégrer la fonction qui est donc une fonction de y et de z, et qui en x est fixée à x0 moins delta demi. Et j'ai donc bien ceci. Je prends bien la fonction ex en x0 moins delta demi, et je me mets au centre du domaine d'intégration. Le centre du domaine d'intégration ici, c'est bien le point de coordonnées z0 pour z et de coordonnées y0 pour y.
Voilà, hein, c'est assez simple. On a maintenant toutes les contributions, j'ai considéré les 6 faces du cube, j'ai fait l'intégrale de flux sur la surface fermée. C'est le théorème de Gauss appliqué ici à ce cube que j'ai réduit à un volume infinitésimal. Voilà, maintenant on va pouvoir analyser ça. Alors on se retrouve ici devant une expression avec delta cube, et ici une expression avec des delta carrés. Alors je vais forcément simplifier, hein. Je vais diviser par delta cube à gauche et à droite, et delta carré sur delta cube, et ça donne 1 sur delta, bien entendu, je peux l'écrire tout de suite. Alors voilà, j'ai donc ici maintenant une grandeur assez compliquée. On voit ces 6 termes ici, on se demande bien ce qu'on va en faire. Tu vas voir, hein, il faut avoir confiance ici. Cette grandeur que j'ai ici correspond à ce que j'avais avant, mais après avoir multiplié par delta cube. Hein, donc le delta cube ici, j'ai divisé. Donc je vais faire la même chose ici pour bien tracer ce qu'on a ici. Ce que je suis en train de calculer ici, c'est ce flux du champ électrique divisé par delta cube. Donc je vais le faire ici, je vais diviser par delta cube. Voilà, 1 sur delta cube. Et ce delta cube, j'aimerais bien qu'il te parle vraiment. Hein, donc je vais lui changer de nom, je vais lui changer de forme. Plutôt que de l'appeler delta cube, je vais dire que c'est le volume enfermé par la surface S. Je vais reprendre les notations habituelles de la loi de Gauss en disant que delta cube, c'est le volume enfermé par la surface S sur laquelle on intègre ici. Et je vais l'appeler donc Vs. Et comme ça, on voit que ce que je calcule ici, c'est tout simplement le flux du champ électrique sur le cube divisé par le volume de ce cube. Tout simplement. Voilà. Et c'est à ça maintenant que je vais m'intéresser. Je vais traiter ceci, et pour ça, je vais prendre ici la dernière ligne que j'ai écrite. Je vais analyser ce que représente ceci. Alors, pour ça, je vais modifier ici un petit peu la représentation. Comme tu vois, je vais doubler l'axe X ici pour repérer les positions en X par rapport à cette droite-ci maintenant. Hein, donc, si j'étais en X0 moins delta demi ici, je vais le reporter ici. Ce sera X0 moins delta demi. Si j'étais en X0, je suis donc en X0, et là, je suis en X0 plus delta demi. Voilà. Hein, si j'ai fait ça, en fait, c'est pour pouvoir me débarrasser de ceci, pour pouvoir faire une représentation claire ici de la fonction sur laquelle je travaille, c'est-à-dire la composante en x du champ. La composante en x du champ est une fonction qui va dépendre de x. Tu remarqueras que je suis sur la composante en x du champ, effectivement, mais ici, pour y0, z0, pour y0, z0. C'est-à-dire que je suis ici le long de la médiane. Hein, quand je représente cette fonction, c'est la fonction qui est représentée ici le long de la médiane. C'est donc bien la fonction Ex, la fonction qui représente donc la composante en x du champ, le long de l'axe x, sur la médiane, donc en y0, z0, en z0 et en y0. C'est bien correct tout ce que je fais là. Je suis bien en train de décrire le champ, la composante en x du champ le long de cette médiane. C'est bien cette fonction-là à laquelle j'ai affaire ici. Mais je n'y ai affaire qu'en x0 plus delta demi, ici, et en x0 moins delta demi. Et ce sont donc les valeurs que je vais mettre maintenant en évidence. Voilà la valeur de Ex en x0 plus delta demi, et ici, la valeur que j'ai ici. Et comme tu vois, je fais la différence. Je fais la différence parce que ça c'était un flux sortant, ça c'était un flux rentrant. C'était tout à fait normal de faire la différence. Si je fais la différence ici, ça veut dire qu'à ceci, je vais retirer la hauteur que je dégage ici. Il me restera juste ceci, ce que je mets maintenant en évidence. Voilà la différence. Ce qui est dans le terme entre crochets ici, je l'ai repris ici. Et on voit que ce terme entre crochets est divisé par delta, très important. Hein, je vais le diviser par delta pour bien comprendre ce qu'on a donc ici. Que ce qu'on a ici, j'ai la différence ici, divisée par la largeur ici. La fonction évolue sur une certaine distance delta, qui est ici. Voilà l'évolution de la fonction, la différence entre ce que j'ai au bout de l'intervalle par rapport à ce que j'ai au début de l'intervalle. Et on voit que cette différence est divisée par delta elle-même. Et ça, c'est clairement la pente de la fonction. N'oublie pas que delta tend vers 0, donc j'ai bien une droite ici, je vais insister là-dessus. Voilà, la droite verte ici, c'est bien la pente de la fonction. La pente de la fonction ici, en x0. C'est la dérivée de la fonction ici, en x0, que j'obtiens. Voilà, et ça, je vais l'écrire tout de suite. C'est la dérivée, alors il s'agit d'une dérivée partielle, bien entendu, parce que Ex est une fonction, a priori, des autres variables de position, c'est-à-dire y et z. Et ici, clairement, je ne dérive que par rapport à x. Ce n'est que Ex vu comme une fonction de x, y0 et z0 sont constants.
Et pour signaler ça, j'utilise un autre symbole pour la dérivée. D'habitude, on écrit un D droit ici, puis ici on écrit une espèce de delta ou un D ronde, comme ceci, pour désigner la dérivée partielle. Je ne considère que la variation en x du champ dans ce terme-ci, et je l'exprime ici au travers de cette dérivée. Je ne dérive que par rapport à l'évolution en x, puisque je suis fixe ici en y0 et z0. Voilà. Et je vais dire, bien sûr, que cette dérivée est calculée en x0, y0, z0. Alors y0, z0, c'est une évidence, on le voit là et là. Et en x0, ça veut dire que je considère que ceci, c'est la pente de la fonction en x0. Alors tu es sans doute habitué à autre chose comme formule de discrétisation de la dérivée. Ceci, c'est fait pour delta tendant vers 0. Donc on reconnaît ici la notion de dérivée, effectivement. Je considère l'évolution de la fonction sur un intervalle delta. Je suis en plus delta demi, je suis en moins delta demi, et je divise par delta. On ressent bien cette notion de dérivée. Toi, tu es peut-être plus habitué à ceci, à la dérivée de la fonction f par rapport à x, df sur dx, c'est la limite pour delta tendant vers 0, de f en x plus delta moins f de x sur delta. Mais ça, c'est la formule de dérivée à droite. Je considère que je suis en x ici, en x plus delta ici, je considère la fonction ici, je retire la fonction en x, exactement comme j'ai fait là, il me reste ça, et je divise le tout par delta, ça me donne la pente de la fonction. C'est ce qu'on appelle la formule de dérivée discrète à droite. Je peux aussi écrire la formule de discrétisation à gauche. À ce moment-là, je considère que je suis ici en x, que je suis ici en x moins delta x, je vais à gauche du point x. Je fais la différence entre les deux, j'ai ici une certaine valeur, je fais la différence, il me reste ça, je divise par delta, j'ai la pente. Tu vois que j'aurai toujours la même pente, ce sera toujours le df sur dx. Et ici, ce que je fais, c'est tout simplement appliquer la formule de la dérivée au milieu du segment. Plutôt que d'aller tout à fait en x plus ou moins delta, ici je me mets en x plus delta demi, en x moins delta demi, et je divise par d, par delta. X plus delta demi, j'ai une certaine valeur, moins x en moins f en x moins delta demi, il me reste ça, je divise par delta. J'ai forcément toujours la pente, ça revient au même. Donc même si tu n'étais pas à l'aise avec ça au départ, tu comprends bien maintenant que ce qu'on représente, c'est bien la dérivée en x. La notation change parce que ceci est une dérivée totale, comme on dit, il n'y a qu'une variable, ici il n'y a pas de question à se poser. Ici, on ne dérive que par rapport à une des variables, et donc on l'indique avec une dérivée ronde, comme ceci. Voilà, je vais donc écrire ce résultat ici. Je peux remplacer ceci par la dérivée par rapport à x. Dérivée partielle par rapport à x, calculée en x0. C'est bien là que je calcule la pente, pour z0 et y0, comme c'est indiqué ici. Voilà, et tu as compris qu'ici, j'ai exactement la même situation. Exactement la même situation, il suffit de voir que la composante en x est remplacée par la composante en y, et que je suis bien ici en y0 plus delta demi, et ici en y0 moins delta demi avec un signe moins entre les deux. Ceci est clairement la dérivée partielle de cette fonction par rapport à y. Pour le point x0, y0, z0, je peux l'écrire tout de suite. C'est exactement la même situation que ce que j'avais ici. Et ici, c'est la même chose, mais cette fois-ci, en z, tu as compris. Z0 plus delta demi, moins Z0 moins delta demi. Le tout divisé par delta, c'est bien la pente de la fonction EZ par rapport à la variable Z. Je dérive donc la composante en Z du champ par rapport à Z. Voilà, je peux maintenant regrouper ces trois résultats, et j'ai... Ici, ce n'est pas encore tout à fait la forme finale, on va améliorer les notations ici, qui sont encore un petit peu expérimentales, sous cette forme-là. Mais voilà, c'est le résultat qu'on voulait. On a maintenant un lien local entre la densité volumique de charge et le champ. Ce lien fait apparaître les dérivés du champ, mais c'est bien un lien local. Je suis ici en x0, et là aussi, je suis dans la position de ce x0. Ce x0 vecteur, c'est clair que c'est x0, y0, z0. J'ai bien un lien local. Je ne considère ρ et E qu'en un point de l'espace. Voilà. Alors ce x0, il est tout à fait quelconque en réalité. J'ai dit que c'était le centre du cube ici, mais ce cube, je peux le placer où je veux. Donc autant l'appeler x, autant oublier ici l'indice 0. C'est évident. Je peux oublier l'indice 0 ici, voilà. Et je vais oublier ici le fait que je suis en x0, y0, z0. C'est tout simplement le point x, et donc je n'ai plus besoin de le noter. Je vais noter ça comme ça, tout simplement.
Ça va être implicite. Il faudra savoir que quand on lit cette loi, il faut savoir que le x ici désigne le point où on considère les dérivées des composantes du champ. Voilà. Donc voilà, ben ceci c'est le résultat final que je vais donc écrire ici. C'est l'expression locale de la loi de Gauss. L'expression locale de la loi de Gauss que je vais maintenant écrire sous forme encore plus compacte en introduisant la divergence. La divergence du champ E, eh bien, la définition mathématique est là. Ces opérations effectuées, ces opérations différentielles, ces dérivées ici effectuées sur les composantes du champ, eh bien, ce n'est rien d'autre que la divergence. Donc voilà, vu de ce point de vue-là, c'est tout simple, la divergence du champ E, eh bien, c'est tout simplement la somme des dérivées partielles des composantes du champ, des composantes homologues ici. Quand c'est la composante en x, je dérive par rapport à x. Quand c'est la composante en y, je dérive par rapport à y, etc. etc. Ok, ça, c'est ce qu'on appelle la divergence du champ électrique. Divergence du champ électrique que je peux ici tout de suite interpréter. Je vois ce que c'est, ce que j'ai calculé. En fait, ici, ceci, ce n'était rien d'autre que le flux ramené au volume enfermé par la surface sur laquelle on fait le flux. Et ça, c'est la signification de la divergence. Le volume Vs est indiqué ici. C'est un volume, bien sûr, qui tend vers 0, puisque delta tendait vers 0 dans tout ce calcul. Je dois donc le mettre ici. Ceci, c'est la définition de la divergence de E. Ce n'est pas la définition, c'est plutôt l'interprétation physique de la divergence. C'est la manière dont on peut l'exprimer. La divergence du champ E en un point de l'espace représente le flux du champ qu'on va faire sur une surface entourant ce point. Cette surface tendant vers 0, bien entendu, le tout ramené au volume enfermé par cette surface, le tout tendant vers 0 en se rapprochant arbitrairement près du point en question. Ça, c'est la divergence d'un champ vectoriel. La divergence d'un champ vectoriel, c'est le flux en un point de l'espace, c'est le flux de ce champ vectoriel sur une surface entourant ce point, divisé par le volume enfermé par cette surface, le tout tendant vers 0. Voilà, c'est pas si facile que ça à mettre en place, mais c'est ça que signifie la divergence. Et maintenant, je peux écrire la loi de Gauss sous sa forme locale. Je vois que divergence de E, c'est ρ sur epsilon 0. C'est 1 sur epsilon 0 fois ρ ici. Elle est locale, cette relation, je l'ai déjà dit. Le x qui est ici, c'est une position précise, c'est un point de l'espace, et les dérivées ici se calculent en ce point de l'espace. C'est une relation locale, c'est une loi locale. On retrouve bien sûr dans cette loi ici l'interprétation habituelle. On va retrouver quelque part la forme intégrale de la loi de Gauss. Je vais avoir que divergence, c'est ceci la divergence. Si j'inclus ici dedans la signification de la divergence, je vais écrire ceci pour la divergence à la place de ceci. Ceci, c'est jamais que l'écriture interprétée de cette divergence. Et si j'interprète, donc je vais dire que ceci, c'est égal à ρ sur epsilon 0. Et maintenant, en multipliant par le volume ici, je vais retrouver quelque part l'interprétation habituelle du théorème de Gauss qui me dit que l'intégrale de flux du champ électrique, c'est 1 sur epsilon 0 fois la charge enfermée. Effectivement, si mon volume ici est tout petit, ce qui est bien le cas, le ρ fois Vs représentera bien la charge enfermée dans cette petite surface qui va cerner le point de l'espace. On retrouve bien l'interprétation ici de la loi de Gauss sous sa forme intégrale. Je peux maintenant faire ici un petit exemple pour te montrer que tout ça n'est pas si compliqué, qu'on peut effectivement calculer les divergences du champ à condition de connaître cette fonction champ électrique. Je te propose ici un champ électrique, AY carré 1x, c'est la composante en x bien sûr, AY carré ici, et comme composante en y, j'ai 2AXY, fois un y forcément si c'est la composante en y. Et tu vois que je mets 0 pour la composante en z, il n'y a pas de composante en z. Alors ceci, je peux en calculer la divergence, bien sûr. Je vais en calculer la divergence, alors pour ça je dois faire la dérivée de la composante en x par rapport à x. Je regarde la composante en x et j'essaie de la dériver par rapport à x. Ça va donner quoi à ton avis? Ça va donner 0, puisque je ne vois pas de x ici. C'est une constante par rapport à x, ceci, c'est une dérivée partielle, ne l'oublie pas. S'il n'y a pas de x, ceci doit être considéré comme une constante par rapport à x. Et donc j'ai 0, la dérivée d'une constante c'est 0. Par contre ici, je vais devoir calculer la dérivée en y aussi, de la composante en y. La dérivée en y ici, ça va donner tout simplement
2axy, x étant considéré comme une constante au regard de la dérivée partielle par rapport à y, je vois que j'aurai 2ax, puisque y dérivé par y, ça fait 1. Et donc je vois que j'ai 2ax pour cette dérivée-là. Et la dérivée de ez, c'est 0, puisque ez vaut 0. Et donc voilà, j'ai tout simplement 2ax. Et ça, ça me permet de calculer la densité de charge qui est responsable de ce champ. Hein, qu'est-ce que ça va donner? Ça va tout simplement dire que ρ sur epsilon 0, c'est 2ax, c'est-à-dire que ρ, c'est 2 epsilon 0 a fois x. Le epsilon 0 repasse de l'autre côté, hein, il est repassé ici. 2 epsilon 0 a x, c'est l'expression de la répartition de charge qui est responsable du champ que je te proposais ici. Et comme ça, tu vois que la loi de Gauss, elle est très intéressante en tant qu'outil de calcul. On peut faire du calcul grâce à la loi de Gauss. Voilà, on fait des choses beaucoup plus intéressantes que ça. Hein. Ceci est juste là pour te donner une idée de ce qu'on peut faire avec la loi de Gauss. C'est tout simplement un outil mathématique au service de la théorie de l'électromagnétisme. Alors voilà, je peux maintenant traiter d'un autre exemple aussi. Qu'est-ce qui se passerait dans le vide, par exemple? Si je n'ai pas de charge ici, je suis dans le vide, il n'y a pas de charge. Ρ vaut 0. Si Ρ vaut 0, que nous indique la loi de Gauss? Nous indique que la divergence de E est égale à 0. C'est-à-dire que la somme des dérivées des composantes de champ ici est tout simplement nulle. Hein, c'est une propriété mathématique assez contraignante sur le champ. Hein. Ce n'est pas évident de trouver un champ qui obéit à ceci. La somme des dérivées ici vaut tout simplement 0. Hein, si donc je n'ai plus de charge ici à l'intérieur de ce cube, nulle part d'ailleurs, je n'aurai pas de flux net au travers de ce cube. Hein, c'est ça que ça veut dire. Si j'interprète le 0 de la divergence ici, je n'ai pas de flux net au travers d'un volume qui cerne un point de l'espace. Et donc si j'ai une augmentation de Ex ici, qui correspond à un flux positif, ça voudrait dire que pour les autres composantes, je devrais avoir une diminution. Ici, le flux entrant est plus petit que le flux sortant. Mais pour obtenir 0, il faudrait que le flux rentrant par les autres faces soit plus grand que les flux sortants, de manière à compenser le flux positif que j'ai en X. Bref, hein, tu vois le genre de choses, c'est pas évident d'obtenir cette condition-là, et pourtant, c'est ce qui se passe. À chaque fois que tu considères l'espace vide, c'est-à-dire l'espace dans lequel il n'y a pas de charge électrique, eh bien, tu as que la divergence de E égale à 0. Et ça, c'est vrai, donc voilà, si tu prends une seule charge ici, partout ailleurs, tu as le vide, ça veut dire que le flux du champ électrique ici, autour d'une petite surface fermée, sera d'office nul. La divergence du champ est nulle partout, en dehors de la charge, bien sûr. Si sur la charge, je retrouve du ρ, hein, bien sûr. Là. Mais voilà, et c'est vrai pour toute configuration de charge. Tu peux prendre un champ dipolaire, par exemple, de 2 pôles comme ceci. Les lignes de champ sont comme ça. Ces lignes de champ sont telles que la divergence de E est égale à 0, rigoureusement partout, en dehors des charges, bien entendu. Voilà, ça te donne donc une petite idée hein, de cette notion de divergence, de ce qu'on peut en faire et de ce que ça représente. Voilà, je vais terminer maintenant avec une notation nouvelle encore, c'est la notation attachée à l'opérateur nabla. Nabla, c'est ce petit opérateur-ci, alors c'est très bizarre comme objet, hein, parce qu'on voit que c'est un vecteur, tu vois que c'est un vecteur, effectivement. Tu vois que c'est un vecteur, il y a un x, un y et un z ici, et tu vois que les composantes, par contre, elles sont très bizarres. C'est juste les dérivées partielles, de rien du tout. Hein, c'est juste quelque chose c'est une dérivée qui attend d'être appliquée à quelque chose. Hein, donc ce vecteur nabla, en fait, est très abstrait, il n'a de sens que si on l'applique à quelque chose, à un vecteur en particulier. Alors on l'appelle nabla, pourquoi? Parce qu'on lui a associé ce petit symbole-là, qui est un delta retourné, et ceci, ça ressemble à une petite harpe. Et nabla, c'était le nom d'une petite harpe qu'utilisaient donc les musiciens dans la Grèce antique. Hein, donc c'est de là que ça vient, ce nabla. Voilà. Alors, comme je disais, cet opérateur tout seul n'a pas de sens. Je vais tout simplement l'appliquer au champ électrique en proposant de faire le produit scalaire de nabla avec E. Le produit scalaire que je fais ici, rappelle-toi ce que c'est que le produit scalaire, hein, c'est la somme du produit des composantes homologues. Composante en x fois composante en x, ça va donner ceci. D sur dx de Ex, c'est bien la dérivée partielle de Ex par rapport à x. Composante homologue en y, d sur dy de EY, c'est ici. D sur dz de EZ. C'est bien le produit scalaire qui est fait. Et on constate que ça donne la divergence. On constate que ça donne ceci, qui n'est rien d'autre que par définition la divergence du champ E. Et on voit que la divergence du champ E, ça peut s'écrire comme ceci, nabla produit scalaire E. J'insiste bien sur le produit scalaire, parce que nabla avec d'autres opérations représente d'autres choses. Hein, on verra ça plus tard. Et on a donc ici la loi de Gauss.
Sous une nouvelle forme encore un peu plus abstraite, mais plus compacte encore, plutôt que d'écrire divergence de E, on écrit juste nabla.E est égal à ρ sur epsilon 0. C'est la loi de Gauss sous sa forme locale, probablement la plus universelle, c'est celle-là que tu trouveras le plus dans les livres d'électromagnétisme. Et voilà, je vais terminer ici avec un symbole. On vient de développer ici le premier pilier de l'électromagnétisme, de la théorie de l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est représenté par cette pyramide ici, peut-être que tu reconnais cet éléphant, c'est l'éléphant de Salvatore Dali, qui est assez extraordinaire. Voilà, peut-être que tu retrouveras ça quelque part dans les musées, tu penseras alors à cette vidéo. Et donc voilà, ceci représente l'électromagnétisme et les 4 piliers, ce sont les 4 pattes de l'éléphant. Et une des pattes, eh bien, c'est la loi de Gauss, sous sa forme locale. Voilà, c'est un des piliers de l'électromagnétisme, c'est une loi donc super importante, il faut la maîtriser. Et c'est donc ce que j'ai tenté de faire ici avec toi dans cette séquence. Voilà, c'est ici que se termine cette séquence. Je te remercie pour ton attention et te dis à très bientôt.